La matinale RCF, le grand invité. 8h10, c'est l'heure de notre grand invité. Bonjour Kenna Elgo. Bonjour. Vous dirigez l'Observatoire Société et Consommation, vous êtes enseignante à l'Université de Paris et vous publiez un livre sur la surcharge informationnelle. Alors on va expliquer ce que c'est, ça s'appelle Quand l'info épuise, ce livre, et la fatigue informationnelle, c'est quand il y a un épuisement lié à la disponibilité de l'information partout, tout le temps. On parle de fatigue informationnelle, plus de la moitié des Français souffriraient de cette fatigue. C'est quoi cette fatigue ? Comment elle se caractérise ? Alors, cette fatigue, en fait, pour la caractériser, en fait, on avait d'abord cette intuition avec mon co-auteur qui est journaliste, David Medioni, et ce travail que l'on a fait pour Arte et la Fondation Jean Jaurès. En fait, on avait l'intuition qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se jouait autour de l'information. Et on a posé tout un tas de questions aux Français sur leur rapport à l'information, sur la façon dont ils se sentaient par rapport à cette information. Et donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est que il y avait beaucoup d'informations, souvent les mêmes informations qui revenaient en boucle, que cette pression, en fait, en quantité, le flux de l'information était aussi une sorte de puissant fond, et que, effectivement, in fine, quand on concaténait l'ensemble de ces questions pour créer un indicateur, je ne vais pas être trop technique, mais pour créer un indicateur, on se retrouve avec 53% des Français qui se disent fatigués, en fait, souffrir devant de fatigue. Ce flux d'informations. Voilà, et un tiers qui se dit très fatigué. Qui sont-ils, ces Français qui sont fatigués par l'information ? Alors, on a aussi essayé justement, au-delà des moyennes, d'aller voir le profil type. Qui est concerné. Alors, il y a différents profils, en fait. Il y a différents profils de fatigués, de manière assez contre-intuitive. Les plus jeunes, plus urbains, plus diplômés, sont plus fatigués. Ils souffrent plus de fatigue informationnelle. Pourquoi cette population-là en particulier ? Alors, parce que justement, en essayant de comprendre aussi ce phénomène, évidemment, aujourd'hui, on est dans une société de l'information. On est dans une société où, justement, Internet, les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place. On voit d'ailleurs que dans la façon de s'informer, on continue d'avoir des rendez-vous quotidiens que sont... Comme le 20h. Comme les matinales, comme la vôtre. Les journaux radio, bien sûr. Mais tout au long de la journée, en fait, il y a une consultation des réseaux sociaux, de l'information sur les réseaux sociaux qui ont pris énormément de place. Et donc les jeunes qui consultent beaucoup les réseaux sociaux sont les premiers touchés. Exactement. Et en plus, c'est un changement aussi de nature, c'est-à-dire que c'est pas de nouveaux canaux et une fragmentation des canaux qui est apparue, mais c'est aussi un rapport à l'information, c'est-à-dire ils sont aussi plus actifs dans cette information, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes, ils échangent, ils commentent. Donc ils sont pas juste, si vous voulez, récepteurs, assez passifs. Et donc ça aussi, ce côté un peu actif, enfin très actif même, 40% des Français partagent, 30% commentent, et particulièrement les plus jeunes, ça fatigue. Et donc il y a un épuisement. Alors ça, c'est la première population qui peut être touchée par la fatigue informationnelle. Y a-t-il d'autres profils types que vous avez vus comme souffrant de cette fatigue informationnelle dont vous parlez ? Alors, il y a deux profils, en fait, qui me semblent intéressants parce qu'ils sont assez similaires, mais l'un souffre de fatigue et l'autre pas. Et l'un a un rapport avec, justement, la société, des rapports avec la société qui est différent. C'est-à-dire, il y a un profil qui est en train de perdre pied, en fait, qui dit subir l'information, qui aimerait contrôler mais qui n'y arrive pas, qui est plutôt féminin, plutôt, disons, de catégories socio-professionnelles un peu intermédiaires, en fait. D'accord, la classe moyenne, ce qu'on appelle la classe moyenne. Oui, et plutôt féminin, et qui, du coup, en fait, se retrouve dans une situation où, par défaut de contrôle sur ces pratiques informationnelles, on nourrit une défiance par rapport à soi-même. C'est-à-dire que ça décapacite en quelque sorte. C'est comme si j'étais incapable. Ces personnes se disent, je suis incapable de comprendre cette information. J'ai du mal. J'y arrive pas. Et qui en souffrent en fait individuellement. Et puis il y a un autre profil qui est un peu similaire sur le plan sociodémographique, mais qui est plutôt masculin. C'est amusant et qui, faute justement de maîtrise, renvoie plutôt la responsabilité au, disons, système.
D'accord. Et donc, c'est la faute ça nourrit des une autres. défiance. Ok. Les deux groupes sont défiants. L'un est défiant, mais aussi, et avant tout par rapport à soi-même. Ça crée quelque chose qui n'est pas très positif pour l'individu. Et l'autre est défiant par rapport au collectif. Et les uns vont essayer d'aller fact-checker, chercher toujours plus d'informations, Ouais. et ça produit une sorte de fuite en avant. Et les autres vont plutôt se tourner vers des infos alternatives, du coup. On parle beaucoup de complotisme. Est-ce que c'est ce qui peut aller vers des Alors, sujets comme le complotisme? Oui, ça peut, effectivement. La pente, en fait, c'est effectivement, ça peut être celle-là, le complotisme, les fake news, ce qu'on appelle les fake news. Et puis, il y a le poids des notifications. Vous parliez tout à l'heure des jeunes urbains qui subissent cette information. Tout le monde a maintenant un téléphone portable, un smartphone. Il y a le poids des notifications. Depuis qu'on a commencé cette interview, je pense que j'ai dû recevoir 7 messages et 3 notifications. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la manière d'appréhender notre quotidien et les informations, comment on les reçoit, notamment qui sont poussées sur notre téléphone portable via ces notifications, une forme, on est asséné de notifications, asséné d'informations, et on a l'impression de ployer sous le poids de ces informations qui arrivent. Oui, bien sûr, et ce sont en fait des usages qui sont apparus extrêmement vite dans notre quotidien. En fait, quand on regarde par exemple les chiffres de l'ARCEP, il y a 10 ans, c'était moins d'un Français sur 5 qui avait un téléphone portable. Aujourd'hui, c'est plus de 80%. Donc en fait, c'est venu très 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 vite. De la même façon, il y avait une proportion assez réduite qui était sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plus des 2/3 des Français. Donc en fait, c'est des usages qui sont arrivés très vite et qu'on commence juste à prendre un pas de recul pour se dire qu'est-ce que ça produit sur moi, parce que justement, on s'aperçoit qu'il y a des effets en fait. Et donc on le voit aussi dans notre étude et quand on observe les Français qui commencent à se dire je vais réguler un peu tout ça, je vais couper ces notifications, je vais essayer de me contrôler un peu sur mon temps d'écran. Donc il y a une sorte de conscientisation de ces nouveaux usages qu'on a embrassés assez massivement. Nous sommes avec Guénaëlle Gault pour parler de l'information, de la fatigue informationnelle. Elle dirige l'Observatoire Société et Consommation et publie Quand l'info épuise. Est-ce que notre cerveau est calibré pour recevoir autant d'informations ? Ça, je suis pas... faudrait plutôt interroger des neuroscientifiques. Je ne connais pas le calibre du cerveau. Ce que je vois, c'est qu'en effet, ce que nous disent les gens, c'est que il y a un vrai enjeu aujourd'hui par rapport à notre attention. Et donc, si on parle d'écologie de l'attention... Ça veut dire quoi une écologie de l'attention ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a une économie aussi de notre attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand il y a un premier marché de l'information, ce qui explique très bien encore une fois Yves Citon, c'est-à-dire il y a un premier marché, c'est-à-dire quand vous achetez un journal, vous avez accès à l'information. Mais il y a un deuxième marché qui existe depuis un peu plus d'un siècle, qui est que il y a de la pub dans votre journal ou dans des spots radio. Et il faut avoir un temps disponible, un temps de cerveau disponible. C'est ce fameux temps de cerveau disponible. Mais il y a un troisième marché qui est celui de vos données, de vos datas, etc. et qui est utilisé justement sur des plateformes qui n'ont pas vocation à être des médias, mais à vous faire passer le maximum de temps aussi pour connaître qui vous êtes. Et données qui sont aussi revendues. Donc en fait, il y a une bataille aujourd'hui pour notre attention. Et une bataille justement qui n'est plus seulement le fait des médias, mais de bien d'autres acteurs économiques. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs économiques qui veulent notre attention, qui ont besoin de notre temps disponible, et donc ils vont nous envoyer des informations le plus possible pour qu'on reste le plus possible sur ces plateformes. Exactement. Et il y a beaucoup vous parliez justement de notre cerveau, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et de découvertes qui ont été faites en sciences cognitives ou comportementales récemment, qui montrent que, par exemple, on a 2 systèmes décisionnels dans notre cerveau. Un système qui est plus de l'ordre de l'automatisme, de l'ordre de l'émotion, qui est plus réactif. On se repose pas tous les jours des décisions pour chacune de nos actions. Donc c'est une forme d'automatisme. Oui, ce serait encore plus fatigant. Et puis un système qui est plus rationnel. Et ce qu'on voit, c'est que justement, en ayant connaissance de ce fonctionnement-là, par exemple, le marketing s'est emparé de ces sciences-là pour pouvoir justement targeter, cibler plutôt le système qui est réactif, plutôt le système qui est émotionnel, parce que c'est celui qui va produire cette fameuse dopamine aussi, qui va nous faire rester. Oui, parce que peut-être parlons du
rôle aussi des hormones et du fonctionnement de notre cerveau, parce que ça explique beaucoup, notamment voilà, ces dopamines que sont envoyées. Peut-être expliquer rapidement ce que c'est. En fait, quand vous savez, on parle souvent d'infobésité, et avec une analogie avec l'alimentation, en fait. Et l'obésité, c'est quand justement on ingère une certaine forme de gras ou du mauvais gras, en fait, et qu'on ne sait pas bien métaboliser. La dopamine, c'est un petit peu le mauvais gras ou le mauvais sucre, en fait, par rapport à l'information. Et c'est quelque chose qui produit de satisfaction immédiate, c'est-à-dire vous cliquez sur un lien. Là, il y a plus d'un Français sur deux dans notre étude qui nous dit je clique sur des liens, je sais que c'est pas de l'information intéressante mais je peux pas m'empêcher. Ouais. Et c'est ça en fait. Et comme quand vous voyez des barres chocolatées et que vous tout d'un coup vous jetez dessus. Et ça en fait c'est des procédés qui font que vous êtes immédiatement satisfait, mais c'est pas durable. C'est un petit peu comme les vidéos que l'on regarde sur Facebook, sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux. Le scrolling. Alors peut-être le scrolling, expliquer ce que c'est. C'est quand on est sur notre téléphone, on voit une vidéo qu'on regarde un peu bêtement, on débranche le cerveau et puis on passe à la suivante, on descend, on scrolle en anglais. Scroller, c'est ce geste de balayer son écran de bas en haut, on va de vidéo en vidéo. On va de vidéo en vidéo et elle se déclenche même automatiquement. Donc en fait, et c'est là qu'on est plutôt dans un processus où on subit plutôt que celui où on choisit. Vous parliez d'action versus subir. Est-ce qu'on peut être encore acteur ? De quoi peut-on être acteur dans notre rapport à l'information aujourd'hui ? Je pense que, alors, c'est une question, cette question de la fatigue informationnelle, il faut faire attention, c'est-à-dire elle interroge les individus, mais elle doit aussi interroger les médias. C'est ce que j'allais vous poser. Quel rôle les journalistes et les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics. Donc ça veut dire qu'effectivement, moi je suis très attachée à ne pas seulement justement poser le curseur sur les individus qui devraient être seuls à trouver des solutions à cela. Je pense que sur le plan individuel, c'est très intéressant et très important de sans doute se recréer prendre ce pas de côté, essayer d'embrasser aussi cette connaissance, se dire mon cerveau, voilà comment il fonctionne. Et donc, oui, je vais pas me laisser avoir, je comprends comment ça marche, je vais pas me laisser avoir, se recréer des rituels aussi, des moments où comment ça se dire, voilà, justement, je vais regarder, comme par exemple, ça peut se faire avec les emails, on va les regarder à certains moments de la journée, mais pas en continu, pas à chaque fois qu'une notification apparaît. Donc, se dire, je consacre 1 heure à ça, mais pas plus. Parce que ça peut être un puissant fond et dans lequel on se perd. Ça implique une grande discipline parce que justement, vous l'expliquiez, on a envie d'aller voir, quand on a cette petite lumière rouge en haut à gauche d'une application qui dit qu'il y a une notification à aller voir, on a envie d'aller voir. Oui, on peut désactiver. On peut désactiver. Après, c'est là où les médias peuvent aussi prendre le relais. Parce que, vous savez, quand l'imprimerie est apparue et que les livres ont créé aussi une masse de données, d'informations, on a créé des sommaires au début des livres qui permettent de se repérer. En fait, justement, quand c'est un puissant fond et que ça ne s'arrête jamais, recréer des univers finis, comme le son, par exemple, on voit les gens s'emparer des newsletters, on voit les gens s'emparer des podcasts, on voit les gens s'emparer de certains formats, y compris digitaux. Je pense à votre collègue, par exemple, qui fait des newsletters pour les jeunes sur Instagram, Go Decrypt, ou la matinale du Monde qui permet en fait de choisir un certain nombre d'articles dans un format réduit. Et là, on crée quelque chose, un univers fini, comme un journal au départ, c'est-à-dire il y avait un début, une fin, et là, ça fatigue beaucoup moins. Et en pointant du doigt la fatigue informationnelle, n'y a-t-il pas un risque tout de même que d'être nostalgique d'une époque où l'information était beaucoup moins diffusée, mais aussi où les connaissances étaient beaucoup plus limitées. Finalement, en fait, cette information disponible, elle apporte quelque chose aussi en tant que citoyen dans une démocratie. Oui, alors, le risque démocratique, il existe quand justement la fatigue est tellement forte que les gens... Alors, on peut parler des fake news, on peut parler du complotisme, mais quand les gens veulent s'en abstraire, disent finalement, je suspends, j'arrête. Je m'informe je me plus. Coupe. C'est décidé, j'arrête. Et on le voit. On voit il y a des gens qui arrêtent tout rapport à l'information. Alors, momentanément, ou de façon plus durable, mais
plus souvent momentanément. C'est-à-dire, on l'a vu au moment de la crise sanitaire. C'est tellement anxiogène que certains se sont vraiment retirés. Ou au moment même de l'élection présidentielle. Les gens se sont dit... J'en ai marre, c'est fini. Ouais, c'est trop polarisé en plus, justement pour essayer d'attirer notre attention. Et donc, moi, je peux pas. Après, c'est vrai que ce risque démocratique, il est important, mais on peut trouver aussi des parades, en fait. Et encore une fois, il y a plein de moyens que peuvent utiliser les médias ou les pouvoirs publics pour essayer d'éduquer à l'information. Et maîtriser notre temps de cerveau disponible. Merci beaucoup, Guéna Higo. Je rappelle que vous dirigez l'Observatoire Société et Consommation. Vous publiez Quand l'information épuise, c'est publié aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir accepté ce matin notre invitation.